et délibéré à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par le ministre des Affaires étrangères de nos trois pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de toute négociation directe avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. 2. L'engagement à poursuivre les efforts diplomatiques et sécuritaires pour instaurer une paix juste et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout en restant engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême le principe de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. 3. L'appel à la communauté internationale à tirer les conséquences de cet échec et à agir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda qui continue d'alimenter l'insécurité dans notre pays en violation des engagements pris. Dans cet ordre, le président de la République a engagé tous les membres du gouvernement à renforcer leurs actions sur le terrain, à intensifier la mobilisation de nos partenaires stratégiques et à garantir un soutien accru à nos forces armées et à nos populations affectées. Notre détermination reste intacte et la paix dans l'Est de notre pays n'est pas une option. C'est un impératif moral, un droit inaliénable pour nos concitoyens, a-t-il conclu. Le deuxième point de la communication du président a porté sur la nécessité d'accélérer les développements de l'entrepreneuriat national. Évoquant les acquis des réformes structurelles opérées dans les secteurs de l'entrepreneuriat, le président de la République note que son développement est confronté à des obstacles importants, malgré un marché intérieur potentiel de plus de 100 millions d'habitants et l'ouverture au reste du continent africain dans le cadre de la ZLECAf. Les États généraux de l'entrepreneuriat ont démontré que le taux de création des entreprises par les Congolais reste encore faible, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour permettre au pays de tirer les dividendes de sa démographie constituée à plus de 65% de jeunes de moins de 35 ans. En dépit des efforts et solutions apportés par le gouvernement à la problématique de l'emploi, force est de constater que l'écart entre l'offre et la demande d'emploi est toujours aussi important, du fait notamment de la croissance démographique. C'est pourquoi, en vue de permettre à l'entrepreneuriat de jouer pleinement son rôle des créations d'emplois et des richesses pour notre pays, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre rapidement les mesures d'application de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Mettre en place des instruments innovants d'accompagnement des entrepreneurs et des développements de la culture entrepreneuriale. Mener des réflexions au-delà du FOGEC avec les secteurs bancaires afin d'avoir des produits adaptés à l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Sous la coordination de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre du Plan, celui des Finances et de l'Industrie et Développement des PME, ont été appelés à produire une feuille de route à court terme aligné au programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais pour la matérialisation de cet objectif. Le gouvernement devra tenir compte
des domaines d'activité constituant les forces de chaque province, de l'approche filière et développement des chaînes de valeur, de la protection environnementale, de l'accompagnement des personnes vulnérables et de l'exploitation des possibilités offertes par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'augmenter les opportunités d'affaires. Dans ces cadres, le gouvernement devra également travailler en collaboration avec son cabinet. Un rapport est attendu à ce sujet en fin janvier 2025. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a commencé la sienne par aborder la situation humanitaire alarmante dans les territoires de Lubero en raison de l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. En effet, les conditions sociales et sanitaires s'aggravent avec l'afflux des personnes déplacées, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées en provenance des villages de Kasigi, Utwe, Alimbongo, Katondi, Ndoluma et Kitsombiro. Ces déplacés qui ont quitté leur foyer en hâte sans apporter des faits personnels manquent cruellement de tout et ont besoin d'une assistance urgente. Bien que certains aient trouvé refuge chez des familles d'accueil, la majorité se retrouve dans des églises, des hangars, de marchés, des écoles. Dans ces contextes, la première ministre a souligné que les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles en raison de l'accès limité aux soins de santé, les infrastructures sanitaires locales étant saturées. En conséquence et en prolongement des instructions du président de la République formulées au cours de la 25e réunion du Conseil des ministres du 6 décembre 2024, elle a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi qu'à la ministre des Affaires sociales d'intégrer la situation alarmante qui sévit au territoire de Lubero dans les plans d'urgence pour la gestion des crises et des catastrophes en cours d'élaboration. Par ailleurs, la Première ministre a insisté pour que toutes les mesures nécessaires soient prises pour renforcer les capacités d'intervention des structures d'alerte et de réponse aux catastrophes humanitaires, notamment celles de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes en leur fournissant les ressources matérielles et financières indispensables. Sur un autre volet, la Première ministre est revenue sur la mise en œuvre de projets d'infrastructure dans le cadre du contrat SICOMIN, où la partie congolaise, représentée par l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, ainsi que par l'Agence congolaise de grands travaux, a difficultés concernant la mise en œuvre des projets d'infrastructure au cours. Ces matières ont fait l'objet d'une réunion entre la Première ministre et les deux agents cités, la partie chinoise, et se sont poursuivies cet après-midi autour du président de la République. Des discussions ont permis de baliser la voie à une solution qui permette l'accélération du financement, entre autres, des travaux d'infrastructure dans la ville-province de Kinshasa. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire, où l'état d'esprit de la population demeure globalement calme et a été marqué par les diverses réactions et commentaires sur l'absence du président rwandais à la rencontre tripartite prévue le 15 décembre dernier à Luanda, en Angola, des réactions à la suite de l'inauguration par le président de la République du vol inaugural de la société Air Congo et une grande satisfaction à la convocation du chargé d'affaires ougandais par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au sujet des propos du chef d'état-major général de l'armée ougandaise sur les opérations dans l'est de la RDC. Au plan politique, il a fait état de la bonne tenue le 15 décembre 2024 des élections législatives dans les territoires de Massi-Manimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi et la publication des résultats provisoires qui a suivi le 17 décembre 2024. Aussi faudrait-il souligner les espoirs d'une paix durable entre les communautés de la province de la Chopo avec la tenue du 17 au 19 décembre 2024 du forum de réconciliation initié par le président de la République. Ce forum s'est clôturé
avec l'adoption des résolutions assorties d'un timing d'exécution pour la réconciliation des impératifs coutumiers. Et à cet effet, la date du 20 janvier 2025 a été choisie comme date de départ, et c'est pour permettre à tous les ressortissants de la Chopo en particulier et ceux de l'espace grand oriental en général qui ont pris part des exécutés. Un acte d'engagement entre les représentants de deux communautés Mbole et Longola, assistés par la communauté Kumu, a été signé. Par ailleurs, suite à la préoccupation soulevée par les statuts du secteur de Lubu-Yabera, dont les limites avec les autres entités posent problème, l'Institut géographique du Congo a été chargé de produire une carte indiquant les limites de la ville de Kisangani avec les territoires de Pala et d'Ubundu. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, va mettre sur pied une feuille de route pour faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre des résolutions issues de ces forums historiques. En ce qui concerne la criminalité et le banditisme urbain, le point a été fait sur les conclusions de la première réunion d'évaluation de l'opération Ndobo tenue le 16 décembre 2024. Il en ressort que 6600 éléments de la police sont mobilisés pour cette opération et la police a pu arrêter à ce jour 1366 présumés criminels. Le gouverneur de la est chargé au regard du nombre croissant des détenus de mettre urgemment à la disposition de la police un lieu de détention approprié. Les audiences foraines sont programmées dans les différentes juridictions tant civiles que militaires de Kinshasa. Il a aussi été noté que la criminalité tend à baisser sensiblement. Il est prévu la duplication de la lutte contre le banditisme urbain dans les autres grandes villes du pays. Dans le cadre du renforcement de capacité de notre police nationale, le vice-premier ministre a informé le Conseil du lancement le 18 décembre 2024 des travaux de réhabilitation de l'école de police de Kapalata Kisangani dans la province de la Chopo, projet entièrement financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Au sujet des embouteillages, il a été fait mention de la mise en œuvre de mesures prises à l'issue de la réunion de l'évaluation de la circulation alternée. Dans ce cadre, les effectifs de la police nationale ont à nouveau été renforcés pour appuyer la police de la circulation routière sur les différents carrefours. Dans les mêmes registres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, et il est revenu sur les dernières opérations en cours menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a aussi parlé de la situation dans l'ouest de Kinshasa où des opérations contre les Mobondo se poursuivent. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation épidémiologique hebdomadaire dans le pays en 3 volets. Le premier volet concerne le Mpox. Il a fait savoir que comparé à la semaine précédente, la tendance à la 50e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects passant de 604 à 750. Aucun décès n'a été enregistré cette semaine. Deuxièmement, évoquant la situation épidémiologique liée au choléra, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que la tendance à la 50e semaine est marquée par une augmentation légère du nombre de nouveaux cas, soit de 502 à 511, avec une létalité de 2%. Troisièmement, enfin, il a fait état de la maladie fébrile d'origine inconnue qui sévit dans la province du Congo, qui enregistre à ce jour 592 cas notifiés, 37 décès. Les analystes de laboratoire ont montré que le virus influenza, avec une prévalence de 28%, et les pathogènes dominant, reflétant une forte activité virale pendant la période d'échantillonnage. La présence significative du HRV 20,2% et du SARS-CoV-22 souligne leur rôle majeur dans les infections respiratoires. Il s'agit donc d'une grippe qui a été formellement identifiée. Mise en œuvre de l'addendum au protocole des Bibo. Prenant la parole, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a informé le Conseil de la tenue du 2 au 14 septembre 2024 de la commission paritaire gouvernement syndicale conformément aux orientations du président de la République, chef de l'État.
Cette commission paritaire devrait, d'une part, évaluer l'état d'avancement des dossiers concernés par l'accord de Bibois d'avril 2022, d'autre part, signer un addendum opérationnel et réaliste. Elle a présenté l'état de lieu de chaque point concerné par les accords précités, notamment la mise en place du comité permanent du suivi des accords, la paye complémentaire au quatrième trimestre d'augmentation de 50% de la prime institutionnelle restant et les 5 mois d'arriérés complémentaires dus en 2023. À ce jour, cette paye est effective pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Il reste à résoudre les arriérés dus en 2023. L'octroi de 3 aux professeurs en compensation des arriérés des rémunérations accumulées depuis janvier 2017 à la suite du perte de pouvoir d'achat. Et 4. Assurer l'augmentation progressive à partir du premier trimestre 2025 selon le taux à convenir de manière à atteindre au 4e trimestre 2025 le montant projeté par la résolution 45 alinéa 1er des États généraux de l'enseignement supérieur. Les mécanismes graduels, la mécanisation graduelle des docteurs à thèse et l'ensemble du personnel non payé à la prime institutionnelle à partir du 2e trimestre 2025. Par ailleurs, le banc syndical devrait garantir une année académique apaisée. Malheureusement, une frange du RAPUICO tente à perturber l'année alors que plusieurs points prévus dans la feuille de route sont soit réalisés, soit en cours de concrétisation. La ministre de l'ESU a terminé sa note en sollicitant l'implication du gouvernement en vue de la résolution définitive et avec célérité de toutes les revendications dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. 2 notes d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a quant à lui présenté au Conseil des ministres 2 notes relevant de son secteur. Le premier portant sur la redynamisation et la mise en œuvre des réformes dans les secteurs de la formation professionnelle grâce à un partenariat avec la Chine et l'UNESCO. Grâce à un partenariat avec la Chine et l'UNESCO, il a profité de l'occasion pour faire aussi le point des avancées enregistrées dans son secteur, notamment la construction du centre de Montbelé. Le ministre de la formation professionnelle est revenu aussi sur les retombées du dernier forum de la coopération sino-congolaise où il est apparu important de négocier et de conclure un accord formel entre les 2 pays dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ainsi, après de contacts avec l'ambassade de notre pays en Chine et l'Institut Shandong Business créé en 1975, un mémorandum d'entente a été signé à travers son ministère sous le parrainage de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation de la Chine. Un plan de mise en œuvre de collaboration est déjà en cours de finalisation entre les 2 parties et prévoit plusieurs actions à partir de 2025. Elle permettra à notre pays de renforcer et de moderniser son système d'enseignement technique et des formations professionnelles dans les domaines d'équipement ainsi que le développement de plusieurs filières et métiers innovants devant concourir à l'accélération de plusieurs paramètres dans les secteurs socio-économiques. En deuxième point, comme disait tout à l'heure, il a abordé la question relative au début des travaux de construction du centre de formation professionnelle CDR Mossala à Kinshasa-Mombele en commune de Limete. Dans le cadre de l'exécution du projet Kin Emploi, un accord fut conclu sous l'égide du président de la République et du roi Philippe de Belge en janvier 2021. Portant sur la construction du centre des ressources Mossala visant l'accompagnement de 5000 jeunes dont 2500 femmes. Nonobstant le fait que le contrat de passation de ce marché a été placé sous le régime du droit belge, le ministre de la formation professionnelle a informé le Conseil qu'il a obtenu de l'agence de coopération belge ENABEL l'activation du dit accord. À ce jour, toutes les procédures sont déjà exécutées et l'entreprise adjudicataire de droit congolais SMK, après la mise en place de la base vie, a débuté les travaux de construction sur les sites pour une durée de 18 mois. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information. Résolution de la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a présenté au Conseil la synthèse de la résolution de la 12e
session ordinaire de la conférence de ministres de l'autorité du lac Tanganyika tenue à Kinshasa le 12 décembre 2024. Expliquant chacune de ces résolutions, il a soutenu qu'elles se rapportent aux 4 thématiques qui ont été abordées, à savoir le soutien de l'autorité du lac Tanganyika, la protection et la gestion durable de la diversité biologique du lac Tanganyika et de son bassin, la présidence de la conférence des ministres du lac Tanganyika, la date et les lieux de la 13e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. L'organisation réussie de la 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika par la RDC, son exemplarité dans la régularisation de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'autorité du lac, entraînant les autres États dans cette dynamique, ont été saluées par tous les États membres. Cette session a été marquée par l'entrée en fonction du ministre de la Pêche et de l'Élevage de la République démocratique du Congo en sa qualité du président en exercice de la conférence de ministres de l'autorité du lac Tanganyika. La République de la Zambie s'est portée candidate pour l'organisation de la 13e session ordinaire en octobre 2025. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, les membres du Conseil ont approuvé un relevé des décisions prises lors de la 26e réunion ordinaire du Conseil des ministres le vendredi 13 décembre 2024. Au chapitre 4 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, relance des travaux de construction de la centrale du Grand Katende. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a fait le point du nouveau scope sur la relance des travaux de construction de la centrale de Grand Katende ainsi que les lignes de transport et les réseaux de distribution associés. En effet, la République démocratique du Congo ayant constaté que l'option des financements avec le fonds Exim Bank de l'Inde ne lui permet pas de redémarrer dans l'immédiat et d'achever dans un temps raisonnable ce projet, le financement sur fonds propres du pays a été identifié après plusieurs échanges au sein du gouvernement comme la meilleure option car ces avantages sont mieux adaptés et souples par rapport aux procédures liées aux accords de prêt. Cette option du financement propre par le gouvernement va permettre la reprise des travaux et leur achèvement en temps raisonnable afin de soulager la population et de booster Grand Kasaï et des provinces voisines par la création des milliers d'emplois dans ces phases de construction et d'autres emplois en phase d'exploitation. Soutenant les avantages de cette option, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que le projet sera réalisé en 3 phases, dont la première permettra en 24 mois de disposer de 16 MW, une partie des réseaux de transport et de distribution en vue de desservir la ville de Kananga, Mbujimaï et Chimbulu. Au moment de l'exécution des phases 2, 32 MW et phase 3, l'exploitation des 16 MW de la phase 1 permettra entre autres de générer des recettes en vue d'assurer les services de la dette en prenant en compte des délais de grâce de 2 ans accordés par le bailleur de fonds. Une autre innovation pour ces scopes est le montage financier adapté à chaque phase de développement du projet, un mécanisme souple d'autofinancement. Le ministre des Finances a complété le ministre des Ressources hydrauliques et électriques pour expliquer le volet financier de ce projet qui permettra dans 24 mois de donner l'électricité à la partie centre du pays. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un texte, projet d'ordonnance-loi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 23 décembre 2024. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Commencé à 15h30, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h07. Je vous remercie.